Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce petit exoscole numéro 108. Et pour ce numéro, je vous propose un très joli exercice de topologie qui va vous introduire une notion que probablement vous ne connaissez pas, qui s'appelle la séparabilité d'un espace métrique. L'énoncé précis est le suivant. Notons L infini de n, l'ensemble des suites réelles bornées, qui forment finalement un R espace vectoriel de dimension infinie. Munissons L infini de la norme suivante. Alors, c'est pas très difficile de vérifier que c'est une norme et qu'elle est bien définie puisque toutes les suites UN sont bornées. Donc, on va regarder le sup des valeurs prises par la valeur absolue de la suite. Et on aimerait alors démontrer que cet espace normé, cet R espace vectoriel normé, qui forme finalement un espace métrique, n'est pas séparable. Bien, alors comme je l'ai dit, la seule chose que vous ne connaissez pas à travers cet exercice, je pense, c'est la question de séparabilité. Et permettez-moi donc de donner la définition de ce qu'est un espace séparable. Donc un espace métrique, c'est un espace muni d'une distance. Ici, la distance est donnée par la norme. Ok ? Et donc un espace métrique est dit séparable si et seulement si il existe un sous-ensemble D de E qui est dense et dénombrable. Et donc vous voyez que derrière la question de séparabilité se cachent finalement des notions qui sont tout à fait connues en première année ou en deuxième année de classe préparatoire. La question de densité et la question de dénombrabilité. Alors j'affirme que vous pouvez me donner un exemple facile d'espace métrique ou d'espace normé qui est séparable. Si vous y réfléchissez un petit peu, eh bien R muni de la valeur absolue est séparable. Car en effet, vous devriez savoir, depuis la première année de classe préparatoire, que Q est dense dans R et que Q est dénombrable. Alors ça peut me permettre aussi de rappeler ce que ça veut dire qu'un ensemble est dénombrable. Ça veut dire qu'on a une bijection des entiers naturels vers les rationnels. Alors on ne peut pas forcément expliciter une bijection toujours de manière facile, mais ce qui peut être suffisant, c'est de réussir à montrer qu'on a en fait une surjection d'un ensemble dénombrable dans l'ensemble que l'on veut démontrer dénombrable. Cela peut suffire. Et donc pour les rationnels, vous pouvez faire une surjection de Z croix N étoile vers les rationnels qui a une paire PQ associe P sur Q. Voilà. Et ça, le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est dénombrable. Et là, la bijection que vous pouvez former entre N et Z est une bijection assez connue. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez 0 qui est envoyé vers 0, puis 1 est envoyé vers, disons, 1, et 2 va être envoyé vers moins 1. 3 est envoyé vers le suivant, 2, puis ensuite 4 va être envoyé vers moins 2, etc., etc. Donc pour les nombres pairs, vous les envoyez vers moins le nombre divisé par 2, et pour les nombres impairs, il va falloir faire moins 1 divisé par 2. Voilà. Un truc comme ça devrait marcher pour former une bijection de N vers Z. Donc ces deux ensembles étant dénombrables, avec cette surjection, ça c'est surjectif, vous venez de démontrer que Q est rationnel. Voilà, donc ça fait partie des choses assez connues, je pense, dans les résultats de classe préparatoire. Et donc, être séparable, c'est avoir justement un ensemble qui est dense et dénombrable. Alors, vous pouvez me poser la question, à quoi ça sert cette notion ? En fait, cette notion, vous l'utilisez de manière cachée à travers beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de résultats d'analyse fonctionnelle. Je vais vous donner juste un simple exemple. Par exemple, si je vous donne une équation fonctionnelle, du type, vous voulez déterminer toutes les fonctions continues qui vérifient cette équation. Qu'est-ce que vous faites ? Ce que vous faites, c'est que vous cherchez une propriété vérifiée par cette fonction pour tous les rationnels. C'est comme ça qu'on attaque une équation fonctionnelle. On attaque d'abord avec des remplacements de x et de y suffisamment bien choisis pour pouvoir sortir des propriétés, notamment des propriétés sur des rationnels. Et une fois que vous avez la propriété sur le rationnel, vous utilisez le fait que les rationnels c'est dense dans R et F est continu. Et grâce à ça, vous pouvez conclure que le résultat reste vrai pour les réels. Et bien ça, le fait d'utiliser que Q est dense dans R, c'est une question de séparabilité.
Et en fait, le résultat de cette question d'avoir un ensemble dense et dans lequel la fonction est vraie, enfin la formule est vraie, plus le fait d'avoir une fonction continue sur un espace, eh bien ça peut se généraliser dans le cadre d'un espace séparable, qui permettrait de dire alors que ce serait vrai sur tout l'espace. Voilà, donc ça c'est un exemple, il y en a encore beaucoup d'autres, d'exemples dans lesquels en fait la séparabilité est utilisée de manière cachée, mais voilà un exemple où en fait vous utilisez un résultat sur la densité et la question de dénombrabilité qui est donnée par les rationnels, puisque bon là c'est assez facile de voir un petit peu pourquoi la dénombrabilité peut avoir un sens. Alors un autre truc qui peut être utile, c'est pour essayer de démontrer qu'un espace admet une base dénombrable. Quand j'entends base dénombrable, ça veut dire que vous avez le moyen de trouver une famille libre aussi grande que vous voulez, qui vous permet d'exprimer en fait tous les vecteurs que vous voulez en fonction de ces éléments, et que cette famille de vecteurs est en fait dénombrable. Donc vous pouvez indicer ces vecteurs par rapport aux entiers naturels. Je vous donne un exemple très facile, R coché x. R coché x, une base dénombrable, ça serait 1x, x carré, toutes les puissances de x en fait, et ça vous donne une base dénombrable de R coché x. Eh bien vous pouvez, grâce à la séparabilité, bien sûr ça ne suffit pas, mais grâce à la séparabilité, vous pouvez chercher à démontrer qu'un espace admet une base dénombrable. Donc, si un espace admet une base dénombrable, on peut démontrer que l'espace est séparable. Dans l'autre sens, c'est généralement faux, mais sous quelques conditions supplémentaires que je ne vais pas expliciter ici parce que ça va devenir trop technique, on peut alors démontrer que avoir un espace séparable avec ces conditions va nous amener à avoir l'existence d'une base dénombrable. Ce qui peut nous aider grandement pour décrire tous les vecteurs qui apparaissent dans un espace métrique donné. Donc voilà, alors c'est en cela que la notion de séparabilité est très utile. Et bon, on n'en parle pas en classe préparatoire. Je pense que cet exercice pourrait plutôt s'aborder en deuxième année de classe préparatoire, et notamment pour les élèves qui chercheraient à avoir des bons concours du type central, ENS, X, puisque dans ce type de concours, on peut attaquer des exercices qui justement vous fait aborder des notions nouvelles. Et là notamment, on va utiliser la notion de séparabilité, et on va travailler un espace, c'est là aussi la difficulté, un espace qui ne va pas être séparable. Et d'ailleurs, certains pouvaient se poser la question, est-ce qu'un espace métrique est automatiquement séparable? Car en fait, on a tendance à penser que le fait d'avoir un espace séparable permet de définir une métrique, mais il y a quand même quelques subtilités. Et en effet, là, voilà un exemple d'un espace métrique qui n'est pas séparable. Je pense que ça peut être sympa aussi d'avoir ça en tête pour les gens qui ont un niveau supérieur à la classe préparatoire, notamment ceux qui préparent la REG ou le CAPES. Bref, bon, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur cet exercice, donc je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, je pense que c'est un très joli exercice à aborder. Alors, pour réussir à montrer que cet espace n'est pas séparable, la bonne idée, c'est de réussir à montrer qu'il y a un ensemble qui ne va pas être dénombrable et qui ne pourra jamais être approché par un ensemble dénombrable. Donc ce qui peut être une bonne idée, c'est de réussir à extraire dans l'ensemble L infini un sous-ensemble qui n'est pas dénombrable, de façon à ce que je puisse construire des boules ouvertes autour de ces gens qui ne s'intersectent pas. Et si j'arrive à faire ça, alors s'il devait y avoir un ensemble dense dénombrable, je devrais pouvoir m'assurer que dans chacune des boules ouvertes, il doit y avoir un coco de l'ensemble là qui doit apparaître. Et par conséquent, ça veut dire que mon ensemble n'aura aucune chance d'être dénombrable. Et donc ça amène à la contradiction. Donc là, l'objectif, le premier objectif pour réussir à montrer que l'ensemble n'est pas dénombrable, l'espace n'est pas séparable, c'est de montrer, et donc trouver un sous-ensemble de L infini non dénombrable tel que il existe un epsilon positif. Donc, alors il faudrait peut-être que je lui donne un nom à ce sous-ensemble. On va indicer les éléments. Ouais. Donc le sous-ensemble, on va l'appeler comme on peut l'appeler. Peut-être pas D, parce que j'ai pas envie de l'appeler D, parce que c'est pas l'ensemble dense avec lequel je veux bosser. Donc on va lui donner le nom de F. Donc je veux trouver un sous-ensemble F qui est dans L infini non dénombrable, tel qu'il existe un epsilon pour lequel, pour n'importe quel F et G dans le grand F, peut-être U et V ce serait mieux. Donc pour n'importe quelle paire de suite U et V dans F, si U est différent de V, alors les boules centrées en U de rayon epsilon et
la boule centrée en V de rayon epsilon, l'intersection est vide. Ça, c'est la première étape qui va vous permettre de conclure, et ça va être la deuxième étape, conclure, qui va vous permettre de conclure qu'en effet, il est impossible d'avoir un ensemble dense dénombrable dans l'espace qu'on est en train de considérer. Bien, alors maintenant je peux vous inviter à faire une nouvelle pause, maintenant que je vous ai donné cette indication, faire une nouvelle pause pour essayer de d'abord trouver ce sous-ensemble F dans L infini qui vérifie cette propriété, puis de conclure. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors on va donner un ensemble, et c'est là où il aurait bien fallu suivre correctement la chaîne, ou en tout cas tout ce qui est sorti sur la chaîne ces dernières semaines, car il y a eu un interro surprise sur le sujet de dénombrabilité qui est sorti il n'y a pas si longtemps, l'interro surprise numéro 11. On parle du fait que les parties de l'ensemble des entiers naturels n'est pas dénombrable. Ça, c'est un résultat hyper connu et hyper important de, disons, deuxième année de classe préparatoire, car je pense que première année de classe préparatoire, on n'aborde peut-être pas tant que ça la question de non-dénombrabilité, mais bon, normalement la question de dénombrabilité est attaquée en première année de classe préparatoire pour certaines des classes prépa, sinon elle est attaquée plutôt en deuxième année de classe préparatoire, donc P, ces parties d'entiers naturels, ça c'est pas dénombrable. Et ça, c'est un résultat qui s'appelle normalement le théorème de Cantor, qui est en fait en équivalence avec le théorème que vous connaissez peut-être un peu plus, qui dit que les réels n'est pas dénombrable. Donc l'ensemble des réels n'est pas dénombrable. Et donc ces parties d'entiers naturels, en fait, je peux faire une bijection avec un autre ensemble. Je peux faire une bijection avec l'ensemble des suites qui sont à valeur uniquement sur 0, 1. Donc les suites L, qui vont être finalement dans L infini, telles que UN appartient soit 0, soit 1. Alors comment la bijection fonctionne? C'est pas très difficile. Vous allez voir que c'est tout bête. La bijection fonctionne en disant, vous prenez une partie des entiers naturels, et vous prenez la fonction indicatrice. La fonction indicatrice, elle vaut 1 si vous prenez un élément qui est dedans, et 0 sinon. Et justement, c'est donc une suite de 0 et de 1. Puisque pour 0, est-ce qu'il y a dedans ou pas, soit on met 0, soit 1. Est-ce que 1 est dedans, on met 0 ou 1. Est-ce que 2 est dedans, on met 0 ou 1, etc. Donc vous pouvez faire ça. Et puis bien sûr, vous avez la réciproque. Si je vous donne une suite U, vous pouvez considérer la partie, donc tous les entiers n, tels que UN égale 1. Donc le vide va être donné par la suite qui vaut tout le temps 0, et puis vous avez tout le monde en mettant UN égale à 1 partout, etc. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'en effet vous avez la bijection entre les parties des entiers naturels et ces suites-là qui sont uniquement à valeur en 0 et en 1. Et donc cet ensemble-là, par bijection, n'est pas dénombrable. Car s'il était dénombrable, alors celui-ci le serait aussi. Ok, maintenant que j'ai cet ensemble qui n'est pas dénombrable, j'affirme que cet ensemble vérifie exactement ce qu'on veut. Donc cet ensemble-là, ça va être notre ensemble F. Alors je vais effacer ce que je viens d'écrire là, pour vous montrer pourquoi en effet c'est bien notre ensemble F. Si vous regardez d'un peu plus près ce qui se passe quand vous prenez U et V dans F, tel que U est différent de V. Ça veut dire alors qu'il existe un entier n, appartenant aux entiers naturels, tel que, vous allez avoir que UN moins Vn, ça va être forcément en valeur absolue égale à 1. Ce qui va alors dire que le sup, donc la norme infinie de U moins V, qui est le sup des valeurs possibles pour les différences, ça va être nécessairement plus grand ou égal à 1. Alors à vrai dire, on peut montrer que ça va être forcément égal à 1. Pourquoi? Parce que si les deux termes sont égaux, on va avoir 0. Si les deux termes ne sont pas égaux, ça va être 1. Et donc la plus grande valeur qu'on puisse atteindre, c'est 1. Et on vient de dire que si on a deux suites distinctes, on atteint la valeur de 1. Donc en fait, on peut carrément montrer que c'est égal à 1. Mais moi, ça me suffit de dire que c'est supérieur ou égal à 1.
Maintenant que je sais ça, eh bien, je peux construire des boules qui marchent. Et en effet, je peux prendre epsilon égale... Voilà, je pourrais prendre un demi, mais je vais faire un truc un petit peu plus fort. Je vais prendre un tiers, juste pour assurer mes arrières, si je puis dire. Donc, je prends epsilon égale 1 tiers, et dans ce cas-là, j'ai les boules centrées en U de rayon epsilon inter la boule centrée en V de rayon epsilon, qui ne peuvent pas s'intersecter. Puisque là, ça voudrait dire que la distance entre U et V serait plus petite que 1 tiers. La distance entre U et V, plutôt, serait plus petite que 2 tiers. Si on voulait que les deux boules s'intersectent, il faudrait qu'on ait un X qui soit à distance. Donc en fait, je vais dire ça, hein, si je prends un X là-dedans, alors ça voudrait dire que U moins V est inférieur ou égal par inégalité triangulaire à U moins X. C'est vraiment une inégalité de triangulaire toute bête, hein, qu'on a déjà vu dans d'autres exercices, plus norme de V moins X infini. Donc on va voir ça. Et chacune de ces deux normes est inférieure strict à 1 tiers. 2 tiers. Et donc c'est impossible parce que lui on a dit qu'il était forcément supérieur ou égal à 1 et en fait c'est égal à 1. Donc c'est pas possible d'avoir 2 tiers qui est plus grand strict à 1 et donc c'est terminé. Voilà. Bien sûr, vous voyez que si j'avais mis un demi, ça marchait aussi. Peu importe le epsilon, tant que vous le choisissez suffisamment bien pour que 2 fois le epsilon que vous choisissez est inférieur à 1. Quoi. Dès que vous avez ça, c'est gagné. Donc voilà, je viens donc de démontrer qu'il est impossible d'avoir un coco dans cette intersection et donc cette intersection est vide. Et donc c'est gagné, on vient de trouver un ensemble non dénombrable qui vérifie exactement la propriété qu'on souhaitait. Maintenant j'affirme qu'on peut conclure. Alors je vais effacer. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à revenir en arrière sur la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'interro surprise numéro 11 pour revoir une preuve du théorème de Cantor dans le cadre où on veut montrer que les parties de l'entier naturel est dense. Enfin, est dense, pardon. Elle n'est pas dénombrable, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Donc, deuxième partie, on va conclure. Soit par l'absurde... Alors, supposons par l'absurde... Voilà. Par l'absurde qu'il existe D inclus dans L infini de N. Alors, je vois que mon feu faiblit un peu. Dense et dénombrable. Dénombrable dans L infini. M avec la norme infinie. Je vais changer de feutre. Hop. Alors, si on suppose ça vrai, eh bien on va utiliser les boules ouvertes. D'accord? Donc ça voudrait dire alors que les boules centrées en U de rayon epsilon, donc pour n'importe quel U dans mon ensemble F, et je rappelle que mon ensemble F c'était l'ensemble des suites qui sont à valeur dans 0,1. Donc, et si je prends epsilon égale 1 tiers, donc si je prends ces boules ouvertes, je sais que l'intersection entre les boules ouvertes et D, c'est non vide. Et qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est la densité qui permet de dire ça. Donc la densité permet de dire que pour n'importe quelle boule ouverte, il va exister un élément de D dans cette boule ouverte. D'accord? C'est vraiment équivalent, cette propriété est vraiment équivalente à la densité séquentielle que vous connaissez peut-être un peu plus, qui dit que n'importe quel élément de E peut s'approximer par une suite d'éléments de D qui tend vers donc cet élément-là. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, on peut le traduire, parce qu'à cause de cette suite qui tend vers l'élément qu'on veut, on sait qu'il va exister un epsilon tel que blablabla, et donc on va pouvoir s'assurer que pour n'importe quelle boule centrée en la valeur qu'on veut, de rayon epsilon qu'on veut, eh bien on va avoir une intersection qui va être nécessairement non vide. Voilà. Donc c'est pas très difficile de démontrer cette propriété-là si vous ne l'avez jamais vue auparavant pour décrire la densité. Bien, donc on a cette intersection qui est non vide. Or, les boules sont disjointes, donc les boules U 1 tiers pour U, je vais faire comme ça, tac. Ces boules-là pour U dans F sont disjointes.
Donc ça veut dire que pour n'importe quel U, il existe un DU. Donc, pour tout U, dans F, on peut considérer DU, un élément qui appartient à la boule centrée en U de rayon 1/3, intersecté avec D. Et je suis certain que si U est différent de V, alors DU est différent de DV. Et donc ça veut dire que le nombre d'éléments que j'ai pour ces DU là, il est non dénombrable. L'ensemble des DU, U dans F, n'est pas dénombrable. Or cet ensemble-là, il est inclus dans D, puisque ce sont des éléments de D. Donc on a une contradiction, ça voudrait dire que si D est dense, il ne peut pas être dénombrable. D n'est pas dénombrable. Contradiction. N'est pas dénombrable. Et donc contradiction. Ça veut dire que l'espace qu'on est en train d'étudier n'est pas séparable. Et voilà, ceci conclut l'exercice. Vous voyez que l'exercice n'était pas très long. J'espère vous avoir convaincu aussi que cet exercice n'utilisait pas énormément de choses compliquées. On utilisait vraiment des questions de dénombrabilité, des questions de densité. Voilà, c'est de la topologie qui se comprend assez bien en deuxième année de classe préparatoire. Là, l'idée de cet exercice, comme ça a été le cas pour un précédent exercice sur, c'était les anneaux notériens, comme dans cet exercice-là, l'idée c'était de vous faire manipuler une nouvelle notion. Et donc, là, la notion que je voulais vous faire manipuler, c'est la question d'être séparable. Et j'espère que ça vous aura plu de manipuler cette notion de séparabilité, qui est une notion assez importante en topologie, qui se cache dans pas mal de propriétés d'analyse fonctionnelle, comme je l'ai dit tantôt. Bref, je ne vais pas me répéter, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!